ô Belgique, ô mère chérie. À toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang, ô patrie. J'ai déjà appris quelque chose. Je me rends compte que je connaissais même pas l'hymne belge. Ah là là, c'est français. Tu fais bien d'être là, hein, Pauline. Parce qu'aujourd'hui, on va discuter ensemble de la monarchie belge. Alors, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes sur Bye Bye Kingdom. Le podcast qui s'interroge sur l'avenir de la monarchie belge. C'est bien beau de parler de la monarchie en Belgique, mais on va commencer de façon plus large en voyant qu'aujourd'hui, les rois en Europe, ils ont de moins en moins de pouvoir. On le voit en Suède, les lois de 1975, elles ont transformé le Conseil d'État en gouvernement, concentrant le pouvoir exécutif. De fait, le rôle du roi, il est devenu purement cérémoniel. Et du coup, est-ce qu'on observe la même chose en Belgique ? Oui, le pouvoir exécutif des monarques belges a également diminué. Depuis le roi Albert II, le monarque est souvent cantonné à la signature de lois, mais il intervient de moins en moins dans leur promulgation qui, elle, appartient au gouvernement et donc non au roi. Mais oui, on l'a vu avec le roi Baudouin, par exemple, avec son refus clair de signer la loi sur l'avortement, mais aujourd'hui ce serait clairement inconcevable. Effectivement, depuis cette époque, toutes les lois de bioéthique, elles ont été signées par Albert II et par le roi Philippe. Et pourtant, on peut toujours se demander s'ils étaient d'accord avec elles. Oui, un autre exemple de la diminution du pouvoir de la famille royale, par exemple, c'est l'allègement progressif des montants des dotations. En 2013, notamment, à l'occasion de la prestation de serment du 8e roi des Belges, le roi Philippe, plusieurs nouveautés ont été mises en place en poursuivant 3 objectifs: une modernisation, un meilleur contrôle et une plus grande transparence. Comme on peut le voir, depuis ce temps-là, depuis presque 10 ans, mais il n'y a plus que l'héritier ou l'héritière, les anciens souverains encore en vie, et leur épouse qui peuvent bénéficier des dotations. Bon, après, il y a toujours le prince Laurent et la princesse Astrid, parce que c'est un peu, c'est en cours de transition, mais ceux d'après, les frères et sœurs du roi, n'en bénéficieront pas comme ça. Quant à Elisabeth, la princesse héritière, elle a refusé pour l'instant de recevoir sa dotation tant qu'elle ne remplit pas sa fonction de représentante officielle du peuple belge. Oui, la réforme de 2013 dit également que les membres de la famille royale qui bénéficient d'une dotation, eux, ils doivent en fait s'acquitter des impôts comme toutes les autres personnes physiques sur vraiment la partie traitement de la dotation et payent tout ce qui est taxes, TVA, assises, etc. Et donc, est-ce qu'on pourrait imaginer que la future famille royale, en poursuivant cette évolution, justement, ne touche plus du tout de budget alloué au fonctionnement de l'institution royale ? Et si oui, qu'est-ce que la Belgique devrait à ce moment-là faire de cet argent ? Le donner à l'État, pour réparer, les routes, les bâtiments. S'en servir comme, par exemple, nous on paye des impôts, on paye des taxes, et s'en servir de cet argent de la même manière que nous on paye les taxes. Ou alors par exemple, maintenant avec le Covid, on pourrait le donner aux bars, aux restaurants, à l'Horeca, au milieu de l'événement, etc., à la culture. Donc oui, il y a plein de choix. On pourrait le donner à des associations et le donner à des gens qui en ont besoin. On a vu qu'après le roi Baudouin, il y a clairement un basculement vers une monarchie beaucoup plus protocolaire. Donc les rois sont de moins en moins appelés à jouer un rôle législatif et exécutif comme avant. Aujourd'hui, le roi, il effectue des missions diplomatiques d'un point de vue économique, culturel, comme représentant du peuple belge, mais il n'est pas représentant du pouvoir belge. En fait, le pouvoir belge, lui, il est représenté par le Premier ministre. Et si on continue vers une monarchie protocolaire, le roi perdrait donc la possibilité de nommer un formateur ainsi que de signer les lois, qui sont ses pouvoirs actuels au niveau législatif et au niveau politique. Il ne garderait que son rôle de représentant de la nation. La princesse Elisabeth, donc, une fois reine, devra sûrement s'inscrire dans cette tendance. Néanmoins, elle devrait marquer une réelle différence, puisqu'elle sera la première reine de Belgique à ne pas être l'épouse du roi, mais vraiment à être chef de l'État. Et après sa mère, ce ne sera que la 2e reine qui est née effectivement en Belgique. Alors, comme Jean et moi ne sommes pas de fins connaisseurs, non, il faut le dire, Jean, il faut le dire. Oui, allez, d'accord, il faut être honnête. Voilà, donc nous avons demandé à ceux qui s'y connaissent de vous parler du rôle de la future reine pour nous. J'ai nommé Christian Laporte, qui est spécialiste de la monarchie belge, ainsi que Nicolas Henry, qui est avocat spécialiste en droit constitutionnel.
Disons qu'en principe, elle devra assumer les fonctions et les missions qui étaient celles de son père, actuellement de son père et des prédécesseurs, alors qu'auparavant, les reines étaient certes les épouses des rois, mais n'apparaissaient même pas vraiment en tant que telles dans la Constitution. Donc, elle n'avait aucun statut, vraiment. Et ici, par la force des choses, comme elle est chef à ce moment-là d'État, il est normal, il est tout à fait logique qu'au nom de l'égalité des sexes aussi, elle ait les mêmes droits que les rois en exercice, quoi. Effectivement, ça a nécessairement un effet de quelque part modernisateur et rafraîchissant pour la monarchie, de voir une femme monter sur le trône. Voilà, c'est quelque part, on est dans notre époque et c'est très bien comme ça. À ce stade, donc, le pouvoir d'Élisabeth est censé être équivalent à celui de son père, le roi Philippe, mais si on continue dans cette dynamique, ce pouvoir pourrait encore diminuer, d'autant plus si on considère l'idée actuelle d'une Belgique à 4 régions. Ben oui, l'idée d'un État fédéral complètement dépossédé de ses compétences, il semble un peu revenu sur la table maintenant avec les tensions communautaires, etc. Donc si le fédéral n'a plus de sens, le roi, il sera plutôt qu'un lien symbolique entre les différentes entités. À l'inverse d'une monarchie plus effacée, peut-on postuler un retour à une monarchie plus forte ? Voici la réponse de Christian Laporte. Je dirais que je ne vois pas très bien comment, à moins de faire un coup d'État royal, mais bon, s'il fait un coup d'État, je ne lui donne pas cher de rester longtemps sur le trône non plus, quoi. Et justement, ça ne pourrait pas se passer de façon plus démocratique, Nicolas Henry ? Il y a un débat aujourd'hui qui porte sur le fait que la Belgique fédérale telle qu'elle est conçue aujourd'hui, c'est trop compliqué, la répartition des compétences est devenue illisible, alors que faire ? Est-ce qu'il faut refédéraliser certaines compétences ? Alors ça, ce serait possible, évidemment. Il faudrait néanmoins une loi spéciale, avec des conditions de majorité pas très particulières et difficiles à remplir, mais ce serait possible de refédéraliser certaines compétences. Ça, ce serait une hypothèse. Alors, est-ce qu'une monarchie plus forte pourrait être désirée et avantageuse pour le peuple belge ? Je pense que ça pourrait unifier les Belges, parce que par exemple maintenant il y a une différence entre les Wallons et les Flamands, enfin il y a un peu une rivalité, et si le roi il a plus de pouvoir, justement ça va faire en sorte que le peuple va être soudé ensemble et mieux s'entendre. Je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et en soi, quand on voit les exemples, par exemple en Angleterre, on voit que c'est pas spécialement mieux une monarchie qui a autant de pouvoir, parce que ça crée beaucoup de problèmes aussi. Tu vois que la monarchie aussi fait des petits coups en douce et tout ça. Donc je pense que ça nous apporterait rien en fait. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.